Il est arrivé que vous dénonciez finalement les détournements massifs. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et c'est là l'origine même des problèmes voilà, qui vous coûtent aujourd'hui, par exemple, de vivre en reclus. Vous avez dénoncé donc les détournements. Commençons d'abord par là, parce qu'après, il y a un autre volet qui va porter sur le licenciement, évidemment, abusif, hein, c'est ça. Alors, on commence par les détournements que vous avez dénoncés. Il y a des fonds qui avaient été affectés, destinés à, Pour à un une objet tâche, mais utilisée pour précis, précis, mais cet argent-là a été détourné à des fins personnelles. Et c'est ça que, jusqu'aujourd'hui, mon combat, je le reproche à M. Dieudonné Ndika Mukala. Vous l'avez dit tout à l'heure. Carrément détourné à des fins personnelles, c'est-à-dire son utilisation personnelle de cet argent. Oui, tout à fait. Et si je comprends très bien, vous êtes aussi en train de nous dire que c'est cela qui l'a rendu. Vous avez parlé d'un gap. Il est à près de 18 milliards de richesses. Il n'a qu'un salaire qui lui est payé à près de 15 millions à tout casser de francs CFA. Il a eu le gap là comment? Il n'a pas de commerce, il n'a pas d'entreprise, il n'a pas d'usine, rien du tout. Il a eu cet argent-là comment? Ce sont des détournements et je peux vous rassurer que ces détournements-là sont avérés. Oui, je vous ai posé cette question, Romain, simplement parce que s'il est à la tête des MUCODEC il y a donc 10 ans, si j'ai bien compris. C'est depuis 2014, c'est ça. Nous sommes en 2024, cela fait 10 ans. Et dans nos recherches, comme je le disais d'entrée de jeu, M. Dieudonné Ndika Mukala figure dans le top 10 des milliardaires du Congo, Brazzaville bien entendu, et sa fortune est estimée à 30 millions de dollars. J'ai vu ça aussi sur d'autres, bien sûr, d'autres magazines un peu partout, et comme quoi cette information n'a jamais été démentie. Donc, Monsieur Dieudonné Ndika Mukala est un multimilliardaire en CFA. Et quand on essaie de convertir en francs CFA, 30 millions de dollars, ça fait 18 milliards. 18 milliards, j'imagine, par année, M. Ndika Mukala doit gagner au moins 1,8 milliard de francs CFA. Et donc, par mois, sur 10 ans, M. Ndika Mukala gagnerait donc 150 millions de francs CFA. Est-ce que, puisque oui, il y a longtemps que vous travaillez, vous êtes dans la boîte, je peux comprendre par là que finalement, le salaire d'un directeur général des MUCODEC peut dépasser, puisque là, on a un élément, vous nous avez dit, Ndika Mukala, je ne sais pas, est-ce qu'il fait, c'est un businessman, c'est quelqu'un qui... Non. a des entreprises? Non. Non, absolument pas. Absolument pas. Il n'est pas issu d'une famille de riches. Son père n'est pas directeur général ou bien propriétaire d'une usine ou d'une entreprise de renom. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous compter parmi nous sur Telar TV R7 et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Romain Armel Okombi. Vous êtes financier, secrétaire général du syndicat à la MUCODEC, secrétaire général de la Fédération syndicale des travailleurs des banques, assurances et caisses du Congo. Vous vivez actuellement reclus forcé par un mandat de dépôt émis contre vous par le président de la 6e chambre correctionnelle de Brazzaville, Michel Fall Ntsoumu, depuis très exactement un an, le 16 mars 2023. Aujourd'hui, nous sommes le 16 mars 2024. Bonjour, Romain Armel. Bonjour, Monsieur Perrin. Comment allez-vous? On va dire que moralement, je me porte bien. J'ai la tête sur les épaules et bon, malgré tout ce qui est autour de moi, on va dire simplement que j'ai cette foi-là et cette conviction que la raison triomphe toujours. En tout cas, merci d'accepter cette interview qui portera sur la corruption active à laquelle se livrerait l'actuel directeur général des MUCODEC et l'abus de licenciement. Corruption active, simplement, en fonction des éléments que vous nous avez fournis, vous avez l'intime conviction que votre directeur général, monsieur
Dieudonné Ndinga Mukala contrôlerait l'appareil judiciaire du Congo par l'argent. Et d'ailleurs, pendant nos recherches, alors que nous préparions cette émission, nous avons découvert qu'il figure dans le top 10 des milliardaires congolais sans justification, bien entendu. Nous n'avons pas trouvé, évidemment, le domaine d'activité dans lequel il exercerait ou ses activités commerciales, et nous allons le comprendre avec vous. Serait-il devenu milliardaire par son salaire simplement ou il a d'autres activités? Vous nous le direz bientôt. Mais commençons par la corruption active. Comment tout cela a commencé pour que vous vous retrouvez dans la situation actuelle, vivant reclus, forcé? Oui, oui. Au fait, vous avez bien fait tout à l'heure de me présenter. Je suis secrétaire général de la section syndicale CSTC Mucodec, donc depuis 2016. Et je suis aussi également secrétaire général fédéral donc de la Fédération syndicale des travailleurs des banques, assurances et caisses du Congo. Alors, c'est à ce titre-là que j'ai donc une double, sinon une triple casquette en tant que salarié de la Mucodec depuis juin 2007. Alors, il va arriver un moment que quand j'accède au poste de secrétaire général de la section syndicale CSTC Mucodec, que déjà nous sortions d'une première crise en 2013. Parce qu'à l'époque, si vous, peut-être vous avez bien, si vous regardez, vous faites des recherches sur la Mucodec voit le jour en 84. Donc d'abord en 81, et il faut bien préciser à ceux qui entendent que la Mucodec est avant tout un projet du président de la République. Donc c'est en 81 que le Congo, donc par le biais du ministère de l'Agriculture, et la coopération française vont lancer la COPEC. C'était d'abord la COPEC. Et ensuite, comme il s'avérait qu'il y avait le ministère de l'Agriculture et la coopération française, il fallait trouver le juste milieu parce qu'on ne pouvait pas avoir des fonctionnaires qui se retrouvaient dans le privé. Donc il y a des fonctionnaires qui ont quitté leur fonction de fonctionnaire pour rejoindre le projet de la COPEC et d'autres ont préféré rester à la fonction publique. Mais il va s'avérer que dans la même période, 84, il y avait un autre mouvement, aussi COPEC, mais qui s'était lancé dans la microfinance, mais qui avait pas suivi le bon chemin. Donc, il y a eu des petites escroqueries, les gens ont fait des dépôts, il y a eu des déposants qui sont retrouvés frappés du fait qu'ils ont fait des dépôts, on leur a pas restitué l'argent, et ça a risqué de mettre à mal ce projet-là qui avait été lancé, cher au président de la République. Donc, ils ont été obligés de changer le nom, ils ont quitté COPEC pour se retrouver à, donc, au terme Mucodec. Mucodec, mutuelle congolaise d'épargne et de crédit. Donc, moi, j'arrive à un moment de plus tard, parce que 84, la Mucodec existe, moi, j'arrive en 2007. Donc, la Mucodec a déjà évolué, elle a déjà avancé. Mais à l'époque, la Mucodec n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Elle n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, dans ce sens où la Mucodec n'était pas encore bien organisée, elle n'avait pas encore une assurance maladie pour les agents, elle n'avait pas encore mis en place un fonds de mutualisation de décès parce que la Mucodec octroyait des crédits, mais il n'y avait pas à ce moment-là une certaine garantie qui permettait à ce que quand un sociétaire venait à décéder pendant qu'il avait pris un crédit, on faisait comment pour couvrir le risque de perte de ce prêt qui se retrouvait en casse, c'est-à-dire impayé. Et donc, j'ai été approché par l'ancien directeur général de la Mucodec, M. Gérard Légier, parce que moi, avant que je commence à travailler à la Mucodec, j'ai travaillé dans les assurances. Donc, je travaillais d'abord à Grasse Savoie, et après Grasse Savoie, je me suis retrouvé à Ascoma. Donc, Ascoma Congo, c'était donc une société de courtage. Et Gérard Léger, dont vous faites état, c'est un Français, oui, un Congolais? C'est un Français. Il est français. Et donc, à l'époque, en 2007, il était directeur général de Alors, donc, la... Romain, vous êtes arrivé à la Mucodec, vous avez dit en 2007, c'est bien cela? Tout à fait, en juin 2007. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour que vous vous retrouvez aujourd'hui presque en face de votre directeur général, M. Dieudonné Ndinga Mukala, qui, si je peux me le permettre comme ça, vous crée des grands soucis au point où vous vivez maintenant en reclus?
Oui, oui. Bon, on va dire ça, on va dire que dès lors que je me retrouve, parce que je suis en 2007 salarié, il va se passer quasiment 6 années. 6 ans au cours desquels je travaille normalement. Je suis même approché par l'ancien secrétaire général de la section syndicale CSTC du Codec, qui va voir en moi des aptitudes à être délégué du personnel. Parce que quand j'étais à Ascoma, j'étais délégué du personnel titulaire. On n'avait que 2 délégués du personnel, dont j'étais titulaire et j'avais une suppléante. Donc, quand je quitte Ascoma pour la Mucodec, eh bien, par continuité, eh bien, je suis approché par le secrétaire général, l'ancien secrétaire général de la section syndicale. Je commence en tant que délégué du personnel suppléant. Je passe ensuite délégué du personnel titulaire. Et en 2013, quand il y a eu la première crise, j'étais délégué du personnel titulaire. Donc, pendant qu'il y a eu le mouvement, j'étais dans le mouvement de ceux qui ont fait partir M. Gérard Léger. Pourquoi? Et c'est ça, voilà. Donc, le départ de M. Gérard Léger en 2013 va faire en sorte que, pour la première fois en République du Congo, nous nous retrouvions avec un directeur général. Et pourquoi on a fait partir plutôt l'ancien directeur, c'est-à-dire M. Léger? Pourquoi? Oui, pour quelle raison? Nous le suspections de beaucoup de détournements de fonds qui partaient sur la surfacturation des constructions. Parce qu'il était à partir de 2010, 2011, le directeur général de la Mocodec, M. Gérard Léger, avait pensé donner une certaine image de marque, un design de toutes les caisses locales de la Mucodec, en faisant en sorte qu'il fallait qu'on ait des mêmes bâtiments, des mêmes constructions, qu'on soit propriétaire et non locataire. Et il fallait qu'il y ait un même design, donc côté couleur, côté peinture, côté disposition des caisses locales sur toute l'étendue du territoire. Donc il avait donc lancé une longue campagne de construction, mais on s'était rendu compte après, quand on a bien regardé dans la documentation, que il y avait des caisses locales qui étaient construites à 1 milliard de francs CFA. On s'est dit, mais comment on peut construire une caisse locale à 1 milliard de francs CFA? On a fait nos petites recherches et on s'est rendu compte que la plupart des caisses locales étaient construites à 350 millions. Vous voyez un peu le gap entre 350 millions de francs CFA et 1 milliard. Donc, notre ancien directeur général faisait des constructions à 1 milliard pour des coûts réels à 350 millions. Et quand on imagine un peu sur toute l'étendue sur toute l'étendue, vous voyez bien que voilà, il se faisait quand même beaucoup d'argent sur la tête des sociétaires, parce que la Mucodec n'appartient pas à un individu. La Mucodec n'appartient pas à M. Dieudonné Ndigamkala. Ce n'est pas une entreprise familiale, c'est une entreprise qui appartient à tous les déposants et épargnants de cette institution financière. C'est-à-dire aux sociétaires, c'est ça? Aux sociétaires. Donc, chaque fois qu'un sociétaire adhère, donc ouvre un compte à la Mucodec, ça fait de lui qu'il a une part sociale, et de cette part sociale, il devient copropriétaire de la Mucodec. Et donc, alors, monsieur oui. Gérard, vous avez dit Gérard Léger est parti, vous oui. l'avez fait partir parce que vous le suspectiez de détournement. Voilà, est arrivé finalement monsieur Dieudonné Ndingamukala. C'est bien ça. Comment s'installe-t-il? Bon, il arrive en 2014, déjà que même en 2013, déjà septembre déjà 2013, le trouble, M. Gérard Léger s'en va, il y a un conseil d'administration qui est tenu en urgence. Donc, il n'y avait pas que M. Gérard Léger qui s'en va, il y avait aussi le président fédéral à l'époque de la Mucodec qui va aussi s'en aller. Donc, toute la partie de gouvernance va connaître un coup au niveau de la Mucodec. Donc, du coup, les élus, on les appelle les élus, hein, ceux qui sont normalement les patrons à la tête de l'institution, les élus, donc le président fédéral va partir, le directeur général aussi va partir. Disons, toute l'instance dirigeante est partie. L'instance dirigeante. Et comment se fait le remplacement? Est-ce que c'est par élection? Comment ça se passe? C'est un appel d'offres qu'on fait d'emploi ou un appel d'emploi? Comment ça se passe? Pour le directeur général ou alors pour le directeur général? Le directeur général, normalement, il est recruté comme un salarié. Voyez-vous, c'est-à-dire que notamment, comment ça va se passer? Donc, dans les statuts de la Fédération des Mucodec, il est donné, donc le conseil d'administration a subdélégué ses pouvoirs
à la direction générale de gérer le personnel, de gérer les ressources humaines. Donc, ça veut dire que quand un MUCODEC a été mis en place, donc on a mis en place des agences, on a mis en place la fédération, l'organe fêtier, on a mis en place aussi une direction générale qui était chargée à ce moment-là de recruter le personnel. Donc, le directeur général a été recruté comme n'importe quel salarié de la MUCODEC, avec un contrat de travail, avec une proposition salariale, et puis après, ils ont signé un contrat, ça a été envoyé à l'époque à l'ONEMO, et puis il a pris ses fonctions comme moi-même qui a été à ce moment-là recruté en 2007. Juste une petite question, Romain. Lorsque M. Dieudonné Dingamukala se présente, c'est-à-dire va concourir, bien entendu, à ce poste, il vient d'où concrètement? Il venait d'une société, il avait déjà travaillé quelque part, ou c'est comme tout Congolais qui est encore à la recherche de l'emploi? Je vais vous surprendre. Il n'a jamais travaillé ailleurs si ce n'est qu'à la MUCODEC. Il a commencé à l'époque à la MUCODEC Brazza Centre, qu'on appelle MUCODEC Petit Logis. Il y a commencé là-bas. Je crois qu'il était peut-être, je crois bien, gérant à l'époque. Et ensuite, ils sont allés au plateau des 15 ans, parce que la MUCODEC a commencé à s'étendre au fur et à mesure. Il est arrivé aussi au plateau des 15 ans en tant que gérant. Ensuite, quand M. Gérard Léger est arrivé, il était en même temps aussi délégué du personnel. Et à l'époque, il y avait une crise. Avant que M. Gérard Léger n'arrive, il y avait un ancien directeur général français aussi. Il y avait aussi une petite crise aussi à l'époque qui avait fait en sorte que l'ancien directeur général s'en aille et soit remplacé par M. Gérard Léger. Et à ce moment-là, il y avait deux camps. Il y avait le camp des Congolais qui ne voulaient plus de ce directeur général, et il y avait les camps des Français pour lesquels M. Dieudonné Dingamukala avait rapproché ce mouvement-là. Donc, il était du côté des Français. Et quand M. Gérard Léger accède au poste de directeur général, eh bien, il fait monter M. Dieudonné Dingamukala, qui était favorable à sa position, il le met à ce moment-là directeur des ressources humaines. Donc, il a commencé comme ça. C'est même le syndicat qui a permis à ce que M. Dieudonné Dingamukala accède au poste de directeur des ressources humaines. Oui, je vous ai posé cette question, Romain, simplement parce que s'il est à la tête des MUCODEC il y a donc 10 ans, si j'ai bien compris. C'est depuis 2014, c'est ça? Nous sommes en 2024, cela fait 10 ans. Et dans nos recherches, comme je le disais d'entrée de jeu, M. Dieudonné Dingamukala figure dans le top 10 des milliardaires du Congo-Brazzaville, bien entendu, et sa fortune est estimée à 30 millions de dollars. J'ai vu ça aussi sur d'autres, bien sûr, d'autres magazines, un peu partout, et comme quoi cette information n'a jamais été démentie. Donc, Monsieur Dieudonné Dingamukala est un multimilliardaire en CFA. Et quand on essaie de convertir en francs CFA, 30 millions de dollars, ça fait 18 milliards. 18 milliards, j'imagine, par année, M. Dingamukala doit gagner au moins 1,8 milliard de francs CFA. Et donc, par mois, sur 10 ans, M. Dingamukala gagnerait donc 150 millions de francs CFA. Est-ce que, puisque oui, il y a longtemps que vous travaillez, vous êtes dans la boîte, je peux comprendre par là que finalement, le salaire d'un directeur général des MUCODEC peut dépasser 10 millions de francs CFA par mois, puisque là, on a un élément, vous nous avez dit, un Dingamukala, je ne sais pas, est-ce qu'il fait, c'est un businessman, c'est quelqu'un qui a des entreprises? Non, absolument pas. Absolument pas. Il n'est pas issu d'une famille de riches. Son père n'est pas directeur général ou bien propriétaire d'une usine ou d'une entreprise de renom. Je ne connais pas qu'il possède peut-être une entreprise. Et à combien on peut estimer le salaire d'un directeur général, puisqu'il y a longtemps que vous êtes dans la boîte, vous êtes en plus secrétaire général du syndicat à la Bucodec. Bon, vous savez que normalement... Estimativement. Oui. Donc, au fait, en ce qui concerne notamment la situation de M. Dieudonné Dingamukala, l'estimation, je peux vous dire que au tout début, notre ancien directeur général, M. Gérard Léger, était payé à 11 millions de francs CFA. Parce qu'il s'agissait d'un contrat de coopération
entre le Centre international du Crédit Mutuel de France et le Congo, notamment par le biais de la MECODEC. Donc, il s'agissait donc d'une convention de partenariat qui lui attribuait un Un salaire. expatrié en plus, oui. Voilà, un expatrié, il gagnait apparemment approximativement 10, voire 11 millions de francs CFA. Ce qui est quand même un peu plus surprenant, c'est que quand M. Dieudonné Ndinga Mukala prend les rênes de la MECODEC, eh ben, lui, il estime qu'il fallait qu'on revoie son salaire à la hausse. Donc, on peut bien comprendre. Donc, même si on pouvait revoir le salaire à la hausse, mais oui, de 11 millions à 150 millions de francs CFA, là encore, on ne fait pas des dépenses, hein, parce qu'on apprend également que toute sa famille vit ici aux États-Unis, c'est ce que j'ai cru comprendre. Bien et sûr. Donc, il a d'énormes dépenses qu'il fait quand même. Hein, mais alors, donc, il est payé après, sinon à plus, je suppose qu'il serait payé à plus de 150 millions de francs CFA par mois. Quelle lecture faites-vous de ce traitement on va simplement dire, moi personnellement, je sais, d'après les informations, je suis secrétaire général du syndicat, je sais que le directeur général actuellement, et pendant l'époque où j'étais encore à l'intérieur de l'entreprise, il a avoisiné, on va dire, les 15 millions de francs CFA le mois. 15 millions de francs CFA. Un ministre d'ailleurs, puisque les ministres congolais sont payés parfois 15 millions, il y en a qui touchent 15 millions de francs CFA par mois, d'autres, notamment, voilà. Je crois que le Premier ministre doit être à 25 millions de francs CFA. Alors, il est arrivé que vous dénonciez finalement les détournements massifs, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et c'est là l'origine même des problèmes voilà, qui vous coûtent aujourd'hui, par exemple, de vivre en reclus. Vous avez dénoncé donc les détournements. Commençons d'abord par là, parce qu'après, il y a un autre volet qui va porter sur le licenciement, évidemment, abusif, hein, c'est ça. Alors, on commence par les détournements que vous avez dénoncés. Je ne sais pas si c'était juste l'alerte ou bien c'est une dénonciation, carrément. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bon, le déclenchement, c'est lequel? C'est que nous ne sommes pas allés directement dans le cadre d'une dénonciation de détournement. Nous avons plutôt commencé par des alertes en disant au directeur général qu'il commençait à se comporter pire que l'ancien directeur général qui était là, M. Gérard. C'est-à-dire? Il commençait à se comporter pire. Mais la MECODEC, aujourd'hui, si vous remarquez, c'est parce que, bon, j'aurais souhaité qu'il y ait ce qu'on appelle des journalistes d'investigation qui peuvent descendre sur place là-bas à la MECODEC, poser les bonnes questions. La MECODEC, on change les organigrammes, je vous dis chaque année, si ce n'est pas tous les 2 ans, on change, il change à sa guise des fois les dispositions de l'entreprise. Quand vous avez une entreprise qui change ses organigrammes chaque année, il y a quand même un problème. Ça ne se fait pas au cours des conseils, il n'y a pas un conseil. Non. C'est le directeur général qui se réveille un matin, il vous dit, bon, l'année suivante, voici le nouvel organigramme. Et même tout récemment, en 2024, là, au mois de février passé, il a changé l'organigramme. Donc, le directeur général... Que prévoient les textes, en fait, à ce niveau-là? Les textes ne prévoient malheureusement rien. Les textes donnent ce qu'on appelle les dispositions générales sur l'organisation, notamment de l'établissement de microfinance. Maintenant, en ce qui concerne l'organigramme, bon, c'est comme qu'il dirait une décision de gestion, mais en quoi que, moi je pense que quand une entreprise fonctionne bien, mais elle reste sur le dur. Je ne sais pas si vous me dites qu'une entreprise qui commence à changer les organigrammes chaque année, mais il y a quand même un petit souci. Hein, un tel n'est plus ici, on place là, on change de terme. Et vous savez que la MECODEC a eu tendance à un moment donné à copier un tout petit peu l'État congolais. Nous sommes à la télé, le temps s'y nous presse. Oui, je vais vous laisser le temps de parler, mais bon, dans le même temps, il faut dire aussi que le temps parfois nous presse, mais on va être beaucoup plus factuel. Lorsque vous dites qu'il se met à changer l'organigramme n'importe comment, n'importe quand, même quand c'est une fois par année, est-ce que vous pouvez être un peu beaucoup plus explicite? À quel moment, par exemple, il a changé des personnes autour de lui et qui vous ont paru un peu, ben voilà, bizarres dans le système? Bon, déjà est-il que je ne vais même pas aller
loin là-bas. J'irai un peu trop loin si je vais dans ces considérations, mais plutôt, il faut dire simplement que le directeur général est en même temps directeur des ressources humaines. Il n'a jamais pu se détacher de cette fonction qu'il avait de directeur des ressources humaines. Donc, tous les directeurs des ressources humaines que nous avons eu à la MECODEC n'étaient seulement des directeurs des ressources humaines de façade. Donc, c'est même le poste où il y a eu le plus grand nombre de changements en termes de directeur des ressources humaines. Premier élément. Deuxième élément, c'est que pour faire beau, très souvent, la MECODEC a tendance à copier un peu l'extérieur. Donc, on a eu des fois, on a vu le gouvernement congolais qui avait mis en place les ministres de pôle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, c'était le ministre, comment on l'appelait, l'actuel président de l'Assemblée nationale, M. Isidore Mvouba, qui était ministre, premier des ministres, si vous vous rappelez à l'époque, avec des ministres de pôle. À la MECODEC aussi, on avait changé l'organigramme en mettant des directeurs de pôle. Vous voyez un peu comment la MECODEC joue un peu sur, et c'est le directeur général qui voulait peut-être faire plaisir, je ne sais pas à qui. Et voilà. Donc, chaque fois qu'il se réveille un matin, bon, il change d'organigramme, il place ici, là, là. Là, actuellement, il a mis en place des directeurs régionaux qu'il a maintenant fait monter dans son poste de gouvernance. Donc, ils sont 4 aujourd'hui qui ont maintenant intégré, ce sont ses pires petits à lui, les petits de confiance qu'il a placés là. Donc, vous voyez bien que quand on voit tout ça, ça met quand même un peu, ça crée un certain nombre de frustrations parce qu'on estime que quand on vient travailler dans une entreprise, c'est par rapport à une certaine méritocratie. Et on estime aussi qu'à la MECODEC, quand on vient travailler, on ne peut pas faire 10 ans, 15 ans sans avancer. Oui, mais on peut considérer cela aussi comme, oui, pardon, Romain, on peut considérer cela comme une stratégie, hein, dans le cas où, même si on se mettait à changer du personnel, à nommer je ne sais qui, pourvu que la personne soit compétente et que l'entreprise puisse évoluer. À ce moment-là, on n'en voudra pas à celui qui, voilà, qui essaie de mettre sa stratégie en place. Mais à quel niveau ça cloche? Parce que moi, je veux comprendre. Je voudrais vous apporter une précision, s'il vous plaît. Excusez-moi. Est-ce que vous avez déjà vu un chef de service qui est sous un chef de département être nommé directeur? On le place au-dessus de son chef. Donc, le chef est là, il est chef de département, il répond directement de son chef de département. On le prend un matin, on le met directeur et le chef de département reste chef de département. Dans quelle entreprise vous avez déjà vu ça? Ça se passe à la MECODEC et c'est récent. Nous avons un pire petit du directeur général qui était chef de service, a pris et il l'a mis directeur. Il est maintenant au-dessus d'un chef. En fait, vous êtes en train là de nous présenter un peu l'opacité, c'est ça, dans la gestion. Bien sûr, tout à fait. Du MECODEC, c'est ça. Il a tous les droits. Il nomme qui il veut, quand il veut et à n'importe quel moment. Voilà. Il peut même augmenter à sa guise le salaire 3 fois. Il peut faire 3 fois le salaire de quelqu'un quand il le veut. Personne ne parlera. Absolument pas. Alors, dans le même cas, il y a évidemment, puisque vous parliez déjà, vous commenciez, vous dénonciez, c'est ce qu'il faut dire, les détournements. À votre niveau, je rappelle que vous êtes secrétaire général hein, du syndicat, la MECODEC. Vous êtes financier, c'est tout normal. Donc, vous contrôlez un peu tout le système. Tout à fait. Financier des MECODEC, mais lorsque vous dénonciez ces détournements, lesquels sont autour de vous? Vous êtes seul ou bien le directeur financier, par exemple? Il y a un directeur financier aussi, je crois. Tout à fait, oui. Il y avait à l'époque un directeur financier. Quelle est donc la posture? Quelle est donc la posture des autres qui vous entourent, notamment le directeur financier et bien d'autres, bien sûr, qui sont autour? Je crois qu'il doit y avoir aussi les comptables. Quelle est la posture de ceux-là qui vous entourent par rapport aux dénonciations que vous faites? Est-ce qu'ils sont d'avis, ils sont avec vous ou bien ils ont une autre... Oui, en 2000, on va dire en 2019, je dénonçais déjà avec mon bureau, nous dénoncions les mauvaises pratiques de M. Denis Ndiaye et son comité de direction parce que le comité de direction de la MECODEC est totalement acquis à la cause du directeur général. Donc, il les a mis autour de lui, il leur a arrangé un certain nombre de salaires. Donc, ils sont obligés de faire des bénis. Oui, ils sont derrière le directeur général. Nous avons commencé à dénoncer. Et
le directeur général se sentant en mauvaise posture, ils vont donc trouver le moyen, coûte que coûte, de chercher à me licencier. Et donc, mon licenciement va entraîner une grève. Donc en 2020, début 2020, janvier 2020. Donc, décembre 2019, je suis licencié. Janvier, une grève éclate à la Micodec où on demandait ma réintégration. Le directeur général a été obligé de se plier parce que le ministère était intervenu et j'ai été réintégré. Mais il va s'avérer que lorsque nous avons pris donc le ministère, notamment avec la direction générale du travail, la direction départementale du travail et notre syndicat, notre centrale mère, donc notamment la CSTC, il y a eu donc des négociations et des pourparlers qui ont été engagés. Dans ce sens où ils nous demandaient de ne pas trop toucher la partie gestion. Parce qu'ils disaient que non, vous n'avez pas ce droit-là de vous initier dans la gestion. Vous ne touchez que la partie qui concerne vos conditions de travail, votre salaire, votre santé, etc. etc. On dit, mais non, le problème, c'est que la crise de 2013 a eu des conséquences qui ont fait partir le directeur général à l'époque. Cette crise a quasiment les mêmes faits, les mêmes causes, et ça va produire les mêmes effets. Donc, pour nous, nous pensons que le monsieur, il a suffisamment fait, il est en train de faire des détournements qui ne sont pas bien, et nous avons des preuves par devers nous, nous demandons à ce que ce monsieur s'en aille. Nous avons l'ensemble des travailleurs, je vous dis, l'ensemble des travailleurs qui étaient avec nous, nous avons fait des procès-verbaux pour lesquels les gens avaient demandé le départ sans condition de M. Dieudonné Ndinga-Mukala, de M. Mouniengue Bitanda Florian, le président fédéral actuel, et tout le comité de direction. Parce qu'on avait compris que ces directeurs-là étaient de mèche avec le directeur général. Voyez-vous? Alors, restons un peu sur les détournements toujours. Pardon, oui. Romain. Restons sur les détournements, puisque vous en parlez, vous insistez là-dessus. Il nous faut quand même quelques éléments d'appréciation. Lorsque vous dites détournement, à quoi faites-vous allusion concrètement? C'est-à-dire des éléments factuels. Qu'est-ce que vous reprochez à M. Dieudonné Ndinga-Mukala, par exemple? D'accord. Pour qu'on soit ensemble d'avis sur le terme détournement, il faut bien qu'on puisse comprendre c'est quoi le détournement. À mon entendement, et je crois qu'on ne dira pas le contraire, le détournement, c'est le fait de l'affectation des fonds. Il y a des fonds qui avaient été affectés, destinés pour une tâche, mais utilisée précis, mais cet argent-là a été détourné à des fins personnelles. Et c'est ça que, jusqu'aujourd'hui, mon combat, je le reproche à M. Dieudonné Ndinga-Mukala. Vous l'avez dit tout à l'heure. Carrément détourné à des fins personnelles, c'est-à-dire son utilisation personnelle de cet argent. Oui, tout à fait. Et si je comprends très bien, vous êtes aussi en train de nous dire que c'est cela qui l'a rendu. Vous avez parlé d'un gap. Il est à près de 18 milliards de richesses. Il n'a qu'un salaire qui lui est payé à près de 15 millions à tout casser de francs CFA. Il a eu le gap là comment? Il n'a pas de commerce, il n'a pas d'entreprise, il n'a pas d'usine, rien du tout. Il a eu cet argent-là comment? Ce sont des détournements et je peux vous rassurer que ces détournements-là sont avérés. Je vais vous prendre des cas parmi tant d'autres. Je prends un premier cas. Allez-y, oui. Merci, M. Perrin. Je prends un premier cas. La Micodec aujourd'hui a environ 320 salariés qui sont en contrat de travail à durée indéterminée. Mais il va s'avérer que par rapport au nombre de caisses locales que nous avons, par rapport au nombre d'opérations que la Micodec fait, avec en moyenne 350 000 sociétaires, il fallait à ce moment-là renforcer le personnel. Mais la gestion, donc notamment la gouvernance, a compris que s'il fallait qu'on fasse des recrutements, ça serait assez difficile parce que recruter, ça veut dire que vous allez payer avec tous les frais qui s'en suivent, il y a des impôts, etc., etc. Donc, la Micodec est passée par une entreprise d'intérim. Donc, cette entreprise est chargée de placer un personnel, mais intérimaire, au sein des différentes entreprises de la place. Et le choix c'est quoi l'entreprise? C'est IESM. IESM. IESM, oui. IESM. Et cette entreprise, elle a fait quand même ses beaux jours. Hein. Ils ne sont pas seulement qu'à la Micodec, ils sont aussi, je crois bien, à la LCB. Ils sont même aussi, ils placent des agents dans certaines banques de la place, hein, à la LCB, Crédit du Congo, etc., etc. Donc, ISM, aujourd'hui, c'est quand même une entreprise qui
place des intérimaires dans plusieurs entreprises. Mais chez nous, c'est quand même le plus gros lot. Et ce qui est comme quand même nous a tiqué, c'est quoi? C'est que vous remarquerez que ces agents ISM, notamment quand ISM facture la Mucodec, elle facture la Mucodec un agent à 350 000 francs CFA. Un agent est facturé. 350 000 de salaire par agent. Par agent. Un agent est payé. Donc, quand elle paye la facture à ISM. Payer. Non, elle paye, c'est pas supposé. Elle paye régulièrement ces factures-là. Un agent, la tête d'un agent est à 350 000 francs CFA. Mais l'agent est payé par ISM 149 500 francs CFA. 149 000, c'est pratiquement 150 000, c'est ça? Non, le montant exact, 149 500 francs. Oui, CFA. Pour les financiers, parce qu'ils veulent être un peu précis, mais bon, d'accord, 149 000, je suppose. Donc, vous êtes en train de nous dire l'entreprise de mise à service des agents, c'est-à-dire... des intérimaires. Des intérimaires, IESM. Tout à fait. Facture 350 000 par agent. Oui. L'argent que payent d'ailleurs les Mucodec à cette société, à cette entreprise. Oui. Et que cette entreprise de prestation, enfin il faut le dire comme ça, de service, hein, de mise à disposition du personnel, reverse finalement presque, j'allais dire, la moitié, 149 000 à l'agent par mois. Oui, tout à fait, c'est cela. Oui. Alors de 350 000 à 149 000, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup d'argent, mais et le reste là, c'est l'entreprise, la société, c'est-à-dire... C'est la société et M. Ndingamukala qui se partagent, on va dire, comme qui tirait le gap. Hein, il faut bien comprendre qu'il n'y a rien pour rien. On comprend bien que c'est ce qu'on appelle, il y a des rétrocommissions. Nous, on vous donne un personnel. Voilà, vous nous confiez le personnel en tant que tel, puisque même les tests se font à la Mucodec. Hein, les tests pour le recrutement de ces agents ISM, ça se fait à la Mucodec. Donc, ils ont un contrôle du personnel. Ils peuvent y placer aussi des parents, parce qu'on a même vu des parents hein, de M. Dieudonné Ndingamukala, de certains directeurs, de certaines personnes qui ont le vent en poupe. Alors, donc, vous avez dit qu'à la Mucodec, il y a, c'est le chiffre que vous avez donné, je ne sais pas si j'ai bien retenu, 320 autour de là, 320 oui. agents, oui. recrutés avec contrat à durée indéterminée. Contrat de travail à durée indéterminée. À côté de ces 320 agents, combien d'agents, c'est-à-dire fournis par le prestataire ISM? Voilà, ils peuvent être à peu près, à tout casser, 200 et plus. À tout casser, alors, 200 et si plus. on prend la moyenne de 200, il faut multiplier ces 200-là par 350 000. Tout à fait. Que versent les Mucodec à cette entreprise qui, justement, à son tour, reverse pratiquement, voilà. Vous avez dit 149 000 par agent. Est-ce qu'il est, il est actionnaire dans cette société-là? Bon, ça, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous le confirmer. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils gèrent. Hein, ils sont en train de fonctionner avec ISM. Ça, c'est un premier cas. Je peux vous donner aussi d'autres cas. Alors, autre élément, si on peut en avoir un. Oui, autre élément. Vous savez que tout récemment, il y a eu une dotation des véhicules. Donc, le directeur général a estimé que la flotte automobile de la Mucodec était suffisamment vétuste. Donc, il fallait la renouveler. Alors, la commande, elle passe sa commande à CFAO. Hein. Vous voyez? Donc, il veut acheter des véhicules neufs, il passe à CFAO. Mais il va s'avérer qu'à une certaine époque, je crois toujours en 2014 par là, M. Dieudonné Ndingamukala va, par le biais de la directrice de la logistique à l'époque, ils vont donc acheter des véhicules sans passer par la CFAO. Par la CFAO, et ils vont faire un achat de gré à gré. Il va s'avérer que cet achat ne va pas aboutir. Ça veut donc dire quoi? La Mucodec va payer à ce monsieur-là, monsieur Tietier, son nom c'est monsieur Tietier, elle va lui payer une certaine somme d'argent, en centaines de millions de francs CFA,
Je pourrais vous retrouver le montant exact. Et ce monsieur avait pour objectif de livrer des véhicules qu'il devait acheter, je crois, à Dubaï. Et donc, le monsieur achète les véhicules, vient pour livrer les véhicules. À un moment donné, ils ne sont plus accordés. Ils ne sont plus accordés et la vente va avoir lieu à près de 70% du montant. Donc, la Micodec va verser 70% du montant de l'achat, mais les véhicules n'ont jamais été livrés jusqu'à aujourd'hui. Donc, il s'agit d'un achat fictif de véhicules. Et ça, c'est sous le règne de M. Dieudonné Ndinga Mukala. Cet argent n'a jamais été... On ne connaît plus les traces de cet argent. Depuis 2014, donc, vous confirmez que l'argent est sorti, c'est-à-dire l'enveloppe a été... L'argent est bien sorti. Je vous ai envoyé des preuves de ces éléments-là. Tout à fait, j'ai vu. Voilà. Je vous ai envoyé les preuves de cet élément. Et c'est après que M. Dieudonné Mukala, nous avons dénoncé cela, qu'ils vont faire semblant en allant porter plainte contre ce monsieur-là. Donc voilà, il y a eu un achat de véhicules. Monsieur, vous devez nous restituer l'argent. Jusqu'à maintenant où je vous parle, ce monsieur est libre. Il n'a jamais été inquiété ni inquiet. C'est depuis quelle année, vous nous rappelez? Voilà. C'est depuis quelle année? 2014. Depuis 2014, ça fait 10 ans. Bien sûr. Un élément encore plus grave. La Micodec aujourd'hui a un parc automobile. Imaginez, hein, vous avez 320 agents. Vous avez des agents ISM qui viennent travailler chez nous. Donc, ça veut dire qu'on a un parc informatique important. Un parc informatique, je vous dis, important. Et donc, nous avons un logiciel que nous utilisons qu'on appelle Stibank. Un logiciel qui permet de gérer les différents flux d'opérations, qu'elles soient comptables ou les opérations financières au sein donc, de l'entreprise. Alors, la Micodec, à ce moment-là, travaille en partenariat avec la CIMEC. La CIMEC, c'est la société d'ingénierie, d'informatique, des mutuelles d'épargne et de crédit. Leur base, c'est au Sénégal, à Dakar. Comment expliquer, M. Perrin, qu'au sein de la Micodec, nous avons des textes et des règles qui disent que lorsque nous faisons crédit, le montant maximum du crédit, il est à 50 millions de francs CFA. 50 millions, c'est le règlement COBAC qui l'exige. Il y a des textes aussi qui le prévoient. 50 millions au niveau de la Micodec. Micodec va, à ce moment-là, faire un crédit à la CIMEC de 300 millions de francs CFA. Voyez-vous, je vais vous prendre, je n'ai pas envie de dire un peu du n'importe quoi. Excusez-moi, je vous prends ces éléments-là. Voilà, je vous ai envoyé la convention de financement entre la Fédération des mutuelles congolaises d'épargne et de crédit et la Société d'ingénierie informatique des mutuelles d'épargne et de crédit, CIMEC. Tout à fait. Le document, cette convention est signée par M. Dieudonné Ndinga Mukala en tant que directeur général de la Micodec et M. Jean-François Youf, qui est le directeur général de la CIMEC. Regardez là où le bas blesse. La CIMEC est au Sénégal. Mais à ce moment, la CIMEC est une entreprise. Mais qui est à la tête de cette entreprise-là? Monsieur Perrin, vous savez qui est à la tête de la CIMEC? Dites-le nous. Le président du conseil d'administration de la CIMEC, c'est monsieur Mouniengue Bitanda Florian, qui est en même temps président du conseil d'administration fédérale de la Fédération des Micodec. Il est aussi président du comité de crédit. Vous voyez un peu, M. Perrin? Donc, le président du conseil d'administration fédéral de la Micodec, en même temps président du conseil président du crédit, il est en même temps président du conseil d'administration fédéral de la CIMEC. Donc, la Micodec, ici au Congo, fait un crédit de 300 millions de francs CFA à la CIMEC, pour lequel le président du conseil d'administration à la Micodec est en même temps président du conseil d'administration à la CIMEC. Entre nous soit dit, M. Perrin, ça c'est un conflit d'intérêt. Les 300 millions lui sont faits à quel taux? Donc, on fait à la CIMEC un prêt de 300 millions de francs CFA, remboursable en 240 mois, en 20 ans. Alors que la Micodec ne fait pas des crédits à hauteur pour des durées de 20 ans. On ne fait pas des crédits à 20 ans à la Micodec. C'est quoi la durée maximale? Le maximum de la durée à la Micodec, c'est 10 ans, 120 mois. 120 mois. Donc, on fait un crédit à la CIMEC de 300 millions, remboursable
en 240 mois, 20 ans, au taux de 3%, taux de 3%. Alors que les sociétaires, les pauvres sociétaires ici, là, que vous connaissez, nous connaissons tous, on les fait des taux d'intérêt assez exorbitants. Je ne veux pas donner ces taux-là, mais pour cette CIMEC-là, on le fait à 3%, 300 millions en 20 ans, avec une période de différé, M. Perrin. Encore une période de différé. On lui donne tous les avantages du monde. Donc, on lui fait une période de différé. Attendez, s'il vous plaît. La durée du différé est de, voilà, de 38 mois. On lui fait, donc, c'est-à-dire que pendant 38 mois, on lui donne d'abord 300 millions. La CIMEC a devant elle 38 mois avant de rembourser. Elle ne va rembourser d'abord que les intérêts. Monsieur Perrin, vous savez quelle est la source de remboursement de la CIMEC? C'est quoi? Eh bien, ce sont les prestations que fait la CIMEC à l'endroit de la Mucodec. Donc, ils nous facturent des licences, ils nous facturent, etc., etc. Et c'est sur ces factures-là que la Mucodec prélève les fonds pour rembourser le crédit de 300 millions qu'elle lui a octroyé. Écoutez, à un moment donné, ça commence ça nous dépasse. Ça nous dépasse. On comprend que cette mafia-là, elle a atteint des niveaux qui dépassent même les frontières. Ça nous met des fois en colère. On veut peut-être avoir une colère saine parce qu'on estime que ça, on est en train de cracher sur la face et sur le dos des sociétaires. C'est sur cet argent-là, l'argent des épargnants, qui sont en train de faire ces mécanismes-là, ces schémas financiers pour se faire de l'argent sur la tête des sociétaires. Et ça, je vous le dis, M. Perrin, je ne l'accepte pas. Et c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui, on va dire, en cavale. On est en train de chercher maintenant à me mettre en prison pour un certain nombre de vérités que nous sommes en train de dire à l'endroit des autorités. Alors donc, je me rends bien compte, et à vous écouter bien entendu, je me rends compte que M. Dieudonné Digamukala gère les Mucodec comme étant une propriété privée. Hein, c'est ce que même une propriété privée, je crois qu'il y a des règles qu'il faut respecter. Et donc, vous avez voulu dénoncer tout cela. Et est-ce que vous avez porté cette affaire au niveau de la justice? Oui, tout à fait. Je vais vous prendre un autre exemple. Monsieur Dieudonné Digamukala ne s'arrête pas seulement dans des détournements. Je veux dire que le détournement, c'est à des fins personnelles. Oui. Monsieur Dieudonné Digamukala utilise la Mucodec pour acheter ses biens personnels, les biens de maison. Je vais vous prendre beaucoup d'exemples. Premier exemple, AG Accessoires. Donc, on lui achète un couvre-volant, on lui achète voilà, les housses de son véhicule. Là encore, on peut l'accepter. Hein. Vous savez, ça coûte combien? 150 000 francs CFA. Monsieur Dieudonné Digamukala peut avoir 150 000 francs CFA, il est milliardaire. Il peut comme s'acheter le couvre-volant, la housse de sa voiture. Non, 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 c'est l'entreprise qui paye ça. Deuxième élément, voilà, Canal+. Donc, c'est un document qui est en interne à la Mucodec. Donc, monsieur Dieudonné Digamukala va prendre son abonnement à Canal+, avec l'option Charme. Je ne sais pas si vous connaissez l'option Charme. Donc, on lui paye son option Canal+, avec option Charme, et les films, je ne sais pas, pour adultes. Voilà, et c'est payé, on lui paye ça pour l'année. 528 000 Est-ce que ce n'est pas contenu dans les avantages qui lui sont, bien sûr... dus? Merci beaucoup, monsieur Perrin, pour la question. Il n'existait aucun contrat pour lequel les avantages de M. Dieudonné Digamukala ont été listés. Aucun. Je mets à défi le conseil d'administration de la Mucodec, je mets à défi le directeur général de la Mucodec. Dans son contrat de travail, il n'est pas dit qu'il doit avoir ces avantages. Il n'existe pas, il n'existe nulle part. Alors donc, s'il y a d'autres éléments, sinon, bon, je sais qu'il y en a beaucoup, mais les téléspectateurs ont tout de même compris. Hein. De toute façon, nous avons là évoqué quelques éléments, les plus pertinents d'ailleurs, dans le cadre, par exemple, des détournements que vous êtes en train de dénoncer. Alors, vous avez porté l'affaire en justice. La suite, c'était quoi? Nous sommes passés d'abord par les chambres correctionnelles, donc de façon personnelle à ce moment-là, hein, parce que on avait au départ, on était passé par la 4e chambre, le 4e cabinet d'instruction à l'époque. Donc, nous, en tant que collectif des travailleurs, donc tous les salariés qui étaient syndiqués à notre section syndicale en 2020, nous avions porté plainte contre M. Dieudonné Digamukala et notamment ces différents directeurs pour lesquels je vous avais dit, ceux des membres du comité de direction impliqués. Et à cette époque, le directeur financier
va être incarcéré. Il va faire 10 jours à la maison d'arrêt. Je dis bien 10 jours à la maison d'arrêt parce qu'on avait bien compris qu'il y avait ce qu'on appelle un conflit d'intérêt avec la société Préventica. En fait, la société Préventica était une entreprise qui était gérée par le directeur financier et le responsable de la sécurité de la Mucodec. Et donc, à ce moment-là, lorsque le juge a fait la visite sur les lieux, ils se sont bien rendus compte que cette société Préventica avait ouvert son compte à la Mucodec. Le directeur financier et le responsable de la sécurité à l'époque de la Mucodec étaient ceux qui avaient créé cette entreprise-là. Et cette entreprise facturait des prestations à la Mucodec. Et quand on a épinglé cette affaire-là, mais le directeur financier a fait la prison. 10 jours. Qu'est-ce qui va se passer? Le directeur général de la Mucodec, avec son équipe, vont prendre de l'argent. Ils vont aller payer auprès des instances judiciaires pour qu'on libère, on accorde une liberté provisoire au directeur financier. Ce qui me surprend, M. Perrin, bon, écoutez, lorsque quelqu'un est mis en prison par le fait d'une action pénale, mais la responsabilité pénale, elle est individuelle. Absolument. C'est oui. L'entreprise qui paye les frais pour faire sortir le directeur financier. Comment vous pouvez expliquer ça? Donc, on paye des frais, l'entreprise paye des frais pour libérer un directeur financier. Donc, on est quand même dans une entreprise où le directeur général fait ce qu'il veut. Et il est chapeauté par tout le monde. Donc, nous avons déposé la plainte. C'est-à-dire, le directeur financier a été incarcéré ou arrêté, je ne sais pas comment dire ça, pour avoir commis dans l'entreprise. Oui, bien sûr. Il a créé une entreprise qui faisait des prestations de services avec la Mucodec alors qu'il travaillait en ce moment à la Mucodec en tant que directeur financier. Il est arrêté, il fallait passer les marchés, qui va le sortir de prison. Oui. Il va le et c'est la Mucodec de prison. Oui, tout à fait. Et on va le faire sortir. Il le sort de prison pour qu'il travaille ensemble avec lui. Encore. Il continue à travailler. Notre règlement intérieur précise que lorsqu'un agent a été passible d'une sanction pour des faits pénaux, donc pour un acte pénal, cet agent ne peut plus travailler à la Mucodec. C'est écrit noir sur blanc sur notre règlement intérieur. Mais ce directeur financier-là, que fait M. Denis Ndiamukala, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont habitués à changer les organigrammes. Il change l'organigramme, il change la fonction. Il n'est plus aujourd'hui directeur financier. Il est passé directeur de la comptabilité et des moyens généraux. Et regardez un peu ce qui est mauvais dans tout ça. Il est directeur de la comptabilité et des moyens généraux. La comptabilité, c'est elle qui valide les offres. Les moyens généraux, ce sont eux qui vont chercher les offres. On le met directeur de la comptabilité, celui qui valide les offres, et des moyens généraux, celui qui va chercher les offres. C'est ce directeur-là qui est actuellement à la Mucodec, dans l'organigramme, par M. Denis Ndiamukala. Et tout ça aussi, personne n'en parle. Et tout cela pour échapper au contrôle. C'est hallucinant d'ailleurs d'apprendre de telles choses qui se passent au niveau des Mucodec au Congo-Brazzaville. Et donc, au niveau de la justice, vous disiez que vous avez porté l'affaire en justice. Oui. Mais comment est-ce que finalement, parce que je disais d'entrée de jeu que vous êtes aujourd'hui sous le coup d'un mandat d'arrêt, d'ailleurs vous vivez en reclus. Comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que désormais c'est vous qui êtes recherché? Voilà. En fait, c'est tout le combat actuel, c'est le combat de la raison contre l'argent. À mon niveau, je peux vous dire que je n'ai pas d'argent, mais j'ai la raison avec moi. Et je l'ai toujours dit, partout où je suis passé dans les différents procès, j'ai dit, la raison, elle est têtue. Qu'on le veuille ou pas, la raison finira par triompher. Et moi, je m'appuie sur un passage biblique, Luc 18, au verset, je crois, 6-7, où on parle de la parabole du juge inique. Pour moi, j'insisterai toujours, je me battrai incessamment pour que la vérité puisse éclore. Et pour moi, c'est ça. Je vais vous prendre un cas pour la situation de la plainte. Je n'ai pas déposé une plainte, j'en ai déposé plusieurs. J'ai déposé une première plainte au troisième cabinet, à la troisième chambre correctionnelle. J'ai déposé une autre plainte à la première chambre correctionnelle. J'ai déposé encore une autre plainte, Brazzaville, à la 6e chambre correctionnelle. Et j'ai déposé une autre plainte à la 2e chambre correctionnelle. Vous voyez qu'il y avait 4 citations directes que j'avais eu à déposer contre M. Denis Ndiamukala et
le comité de direction, tous ceux qui sont autour de lui, et évidemment aussi avec le président du conseil d'administration fédéral, M. Florian Mouniengue Bitanda. Et qu'est-ce qui va se passer, M. Perrin? Donc, quand je dépose la plainte, notamment, mais non, la MUCODEC qui avait maintenant, dans l'entretemps, le directeur général va augmenter les salaires, il va prendre des agents acquis à sa cause, notamment les gérants, donc des chefs d'agence des caisses locales MUCODEC. Et un matin, pendant que moi je dépose la plainte ne concernant même pas les gérants, ça ne concernait pas les agents, ça ne concernait que le directeur général et son comité de direction, ainsi que le président du conseil d'administration fédéral. Je constate que les gens se sont mis à faire des pétitions. Donc, les chefs d'agence ont fait des pétitions. Je vais vous lire un exemple de pétition. Voilà. D'abord, comme nous sommes à Brazzaville, hein, je commence par Brazzaville. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils font une dénonce, une déclaration. Déclaration des gérants et RPV de la direction générale Brazzaville. Depuis quelques jours, nous, gérants et RPV de la direction régionale Brazzaville-Poul, avons été informés d'une citation directe contre les dirigeants sociaux et cadres dirigeants par un soi-disant collectif. Ils disent soi-disant alors que nous sommes un collectif. C'est un soi-disant collectif des sociétaires, avec à leur tête M. Armel Romain Okombi, salarié MUCODEC et également secrétaire général de la section syndicale CSTC MUCODEC. Nous, gérants et RPV, responsables point de vente de la direction régionale Brazzaville-Poul, condamnant avec la dernière énergie ces faits graves et incompréhensibles qui mettent à mal la notoriété de notre entreprise et menacent l'emploi de plus de 400 000 salariés. Par ailleurs, les éléments présentés dans la plainte n'ont jamais fait l'objet de reproches au cours de nos assemblées générales ordinaires, organes suprêmes de nos caisses locales de CODEC, ni par les autorités compétentes, ministère des Finances, Comité des Nations des Crédits, COBAC, etc. Il s'est de souligner que la Fédération des MUCODEC est notre outil de travail, de développement et notre patrimoine national. Nous, gérants et RPV de la DRBP, réitérons notre soutien à l'entreprise et à ses dirigeants, invitant par la même occasion les dirigeants à prendre les mesures disciplinaires qui s'imposent à l'endroit de M. Armel Romain Okombi. Et ça, oui, ce n'est qu'un seul exemple. Là, pardon, pendant que vous allez évoluer, là oui, ça sent un peu la politique. Nous sommes ici en entreprise et quand une faute ou voilà, quelque chose du genre est signalé, tout ce qu'on a à faire, c'est d'engager des enquêtes, quitte à faire intervenir, pourquoi pas, la justice pour mener des enquêtes dans votre entreprise. Pourquoi est-ce que des agents ou des salariés vont se retrouver pour prendre une telle déclaration qui, à mon avis, hein, est teintée de politique? C'est pas comme ça qu'on gère une entreprise, mais bref. Et donc, voilà, vous disiez, vous étiez au niveau. Mais est-ce que l'enquête a été tout de même diligentée sur ces faits que vous venez d'évoquer contre, bien sûr, le directeur général actuel des MUCODEC? Malheureusement. En interne, en interne d'abord, est-ce qu'il y a eu une enquête? En interne, c'est lui qui gère l'entreprise. En interne, c'est M. Dieudonné Ndigamukala qui a les rênes de l'entreprise. Comment lui, je lui dis que monsieur, vous êtes en train de faire un détournement, il va accepter d'ouvrir une enquête. Il ne pourra pas. Et au niveau externe, le comité de direction est acquis à sa cause. Donc, ils ne vont que dire que ce que lui, il pense. Et voilà. Au niveau externe, il n'y a pas eu non plus... Je vous ai dit, au niveau externe, il s'agit de l'argent. Il s'agit de l'argent. Lorsqu'il y a eu les 4 citations directes qui ont été lancées par-ci, par-là, nous nous sommes tous retrouvés au parquet, au tribunal. Chaque fois qu'il y avait une audience, parce que ce sont des audiences publiques, hein, donc on devait se présenter chaque fois aux audiences. Le directeur général venait avec toute son équipe. Vous voyez que moi, j'étais des fois 2, 3, 4 dans la salle. Mais lui, il venait avec toute l'équipe dirigeante. Hein. Tous les directeurs venaient à la cause du directeur général. Voilà, vous voyez les salariés, les gérants qui sont derrière lui parce qu'il leur avait promis qu'ils devenaient des cadres dans l'entreprise. Donc, eux aussi venaient en tant que supporters du directeur général. Moi, je me disais qu'il s'agit d'une situation pénale. Je crois que la justice va juger. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais les poursuites pénales sont individuelles. Pourquoi ils venaient avec... Je vous dis que, vous l'avez dit tout à l'heure, que vous voyez que même les salariés sont entrés dans une certaine politique. Nous condamnons, nous disons ceci, nous pensons.
sanctionner M. Okombi. Ça devenait d'une certaine politique acquis à la cause de M. Dieudonné Ndinga Mukala. Donc, quand nous arrivons au tribunal, je peux vous confirmer, sans me tromper, que des fonds ont été remis. Certains fonds ont été remis, parce que ça sent vraiment la corruption, dans ce sens où le président de la 6e chambre correctionnelle, on m'appelle un soir, donc la veille de l'audience, je suis appelé par un élu. Et je profite à l'occasion ici pour remercier tous les élus, remercier tous les salariés de la MUCODEC et certains sociétaires qui continuent jusqu'aujourd'hui à m'accompagner, qui continuent jusqu'aujourd'hui à m'aider pour le manger, pour le déplacement, pour la connexion Internet. Ils comprennent que la cause est une cause juste, mais malheureusement, nous avons des personnes qui animent le corps judiciaire, mais qui malheureusement sont penchées vers la corruption. Donc, le président de la 6e chambre correctionnelle, on m'appelle la veille pour me dire, Monsieur Okombi, quand vous allez aller dans la salle, le président de la 6e chambre va prononcer un huis clos. Il vous prononcera un huis clos. Il ne va pas vous écouter. Il vous dira d'aller à un huis clos et au huis clos là-bas, il va vous condamner. Je dis, ah bon? Il dit oui, allez-y, vous verrez par vous-même. Je vais à l'audience, à la 6e chambre correctionnelle, j'arrive, dossier Okombi contre Dieudonné Ndinga Mukala et monsieur. Le dossier là, huis clos. Mais est-ce qu'on prononce un huis clos comme ça? On écoute d'abord les parties en présence et ensuite on dit, bon écoutez, non, il y a une susceptibilité ici, on envoie à huis clos. Ça n'a pas été le cas. Dans ce contexte-là, à l'instant T, huis clos. Et j'ai compris qu'il y avait anguille sous roche. Et on m'a dit, quand tu iras au huis clos, tu remarqueras qu'il va faire en sorte qu'il parte dans le sens de M. Dieudonné Ndinga Mukala, et cela parce qu'on lui aurait remis de l'argent. Et c'est comme ça qu'au niveau de la 6e chambre, parce qu'il y avait d'abord moi qui avais porté plainte avec le collectif sociétaire, il va donc faire en sorte qu'il n'y ait ni de coupable, ni... donc il a dit non, il y a un non-lieu, il n'y a rien, laissez tomber, tout ça, etc. C'est parti comme ça à la traîne. Et ce sont eux maintenant, avec les gérants, qui vont à ce moment-là déposer une plainte dans cette même chambre-là pour dire que j'ai détourné de l'argent au niveau du syndicat. Est-ce qu'on peut connaître le nom du président de cette chambre qui... Il s'agit de M. Tsoumou Fall Edgar Michel. Il est président de la 6e chambre. Voilà, ça me rappelle un peu... c'était quoi déjà? Le conseil, je crois, la magistrature, où on a parlé du verre qui était dans le fruit, que je propose d'ailleurs un reportage à nos téléspectateurs. Et on revient tout à l'heure pour conclure cette émission suivante. Au cours de la présente session, le Conseil examinera les rapports des commissions de discipline, d'avancement et de nomination des magistrats. Toutefois, nous ne pouvons pas, par devoir, manquer de relever que cette session se tient à un moment critique où la relation de confiance entre les justiciables et l'institution judiciaire n'est pas au beau fixe. Il n'est pas en effet surprenant de voir poindre des fautes disciplinaires, des atteintes et des manquements graves à la dignité, à la probité et à l'honneur de l'institution judiciaire. Cet état de fait met en relief la responsabilité, au tout premier plan, de ceux qui ont la noble mission et la lourde charge de traduire, à travers leurs décisions, la soif de justice et l'aspiration de notre peuple à un système judiciaire débarrassé de toute dérive affligeante qui ont pour nom corruption, exaction en tout genre, manque de dignité, d'honneur et de délicatesse. La session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature tenue ce lundi au Palais du Peuple a procédé dès son entame à l'examen et à l'adoption du rapport de la commission de discipline des magistrats. C'est ainsi que 25 dossiers ont été présentés par le premier président de la Cour suprême. Parmi ces dossiers, 9 ont concerné les magistrats revoqués avec droit à pension, comme l'indique le ministre de la Justice et des Droits humains, Ange-Aimé Wilfrid Bininga. De la révocation avec droit à pension. Monsieur Onyangue Michel, procureur général près la Cour d'appel de Brazzaville. Monsieur Basenga Fiolotov Fresney,
président de chambre au tribunal de grande instance de Brazzaville au moment des faits. Madame Koubaka Lucette Berthe, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Dolisie. Monsieur Zekakani Thomas Chrysostome, procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire. D'autres magistrats, 3 au total, ont été rétrogradés. D'autres encore, 11 au total, ont été soit démis de leurs fonctions, soit ont subi de la réprimande avec inscription au dossier. Voilà, merci donc d'avoir suivi avec moi ce reportage. Alors, Romain Armel Okombi, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Vous êtes en train, et c'est la question probablement que je ne vous ai même pas posée, comment vous faites actuellement? C'est vrai que vous vivez en reclus, mais est-ce que cela veut dire que vous avez été aussi licencié, c'est ça? Oui, j'ai été licencié de manière abusive. Et à ce licenciement, je peux vous dire que le président de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo, la CSTC, le président Elo Bello Bellard, s'est même insurgé. Il a même écrit, donc il a même adressé un recours hiérarchique au ministre en charge du travail pour notamment lui demander de trancher sur la question. Et c'est l'article 39 du Code du travail qui le prévoit. Notamment, lorsque vous contestez un licenciement, vous avez la possibilité, notamment pour le salarié, de faire soit un recours hiérarchique au niveau du ministère ou alors au niveau donc de la juridiction compétente qui est le tribunal du travail. Nous sommes passés plutôt par le ministère du Travail. Et c'est depuis le mois de novembre 2023, depuis novembre 2022, jusqu'à aujourd'hui, le ministre n'a jamais répondu à ce recours hiérarchique. Jamais répondu à ce recours hiérarchique. Vous voyez que on se pose des fois des questions. Le salaire aussi a été coupé. Le salaire a été coupé, voilà. Et ce qui est quand même aussi étonnant, je voulais quand même apporter comme une précision un peu là-dessus, c'est sur la nature même de mon licenciement. Oui, pourquoi? La raison, c'était quoi? Le motif, c'était lequel? Alors, je suis un salarié protégé et à ce titre-là, dès lors que finalement il y a un licenciement, avant qu'il y ait licenciement, la direction générale doit émettre notamment un avis pour dire non, nous avons l'intention de licencier M. XY et il présente à ce moment-là les raisons. Ils font une saisine à ce moment-là auprès donc de la direction départementale du travail. Et c'est ce qui a été fait. Donc, le 13 octobre 2022, le directeur général, M. Dedené Nzingamukala, dépose la saisine à la commission des litiges. Et le motif qui était allégué par M. Dedené Nzingamukala était l'abus de confiance. Donc, il a estimé que M. Okombi aurait abusé. Il aurait abusé, il dit, M. Okombi a abusé, abus de confiance, etc. etc. Mais par rapport au droit du travail, quelle interprétation donner? Abus de confiance, on peut virer quelqu'un pour abus de confiance? Non, absolument pas. Je suis aujourd'hui secrétaire général, donc au niveau du droit du travail, j'en connais un peu ce qu'il en est. Il y a deux faits pour lesquels on ne licencie normalement pas. Il y a la perte de confiance et il y a l'abus de confiance. La perte de confiance, l'employeur peut dire non, mais je n'ai plus confiance en toi, j'ai pas envie de travailler avec toi. À ce moment-là, c'est un licenciement avec droit. Il se sépare avec vous. Il se sépare de vous, il vous paye vos droits, c'est par perte de confiance. Maintenant, là où ça devient compliqué, c'est sur l'abus de confiance. L'abus de confiance est une faute pénale. Si l'employeur estime qu'il y avait abus de confiance, mais il me portait plainte au pénal. Lui, il me dit abus de confiance au civil. J'écris à la commission de litige pour leur dire, mais écoutez, le pénal tient le civil en l'état. Dès lors que vous avez porté plainte au pénal, on ne peut plus juger une affaire au civil. Parce que j'avais déjà porté plainte, les citations directes, 4 citations directes au niveau du parquet. La direction départementale du travail a fait fi des plaintes qui avaient été déposées au pénal. Elle a brûlé de ce sacerdoce pour dire que le pénal tient le civil en l'état en allant jusqu'au bout de sa procédure.
Donc, j'ai assisté à la commission de litige. Et si vous voyez même bien, je vous dis que lors des enquêtes, je vais vous prendre un exemple sur les enquêtes qui ont été faites par les agents de la direction départementale du travail. Je ne vous dis pas, M. Perrin, des fois, je me pose des fois des questions de savoir est-ce que vraiment nous avons des gens qui sont quand même assez conscients. Donc, l'enquête est menée par messieurs Fred Borja Batakwaou Milandou et M. Bel Ivra Ganzion Gangoui, qui sont inspecteurs du travail. Ils viennent faire leur enquête, mais quand vous venez faire une enquête, vous devez être impartial. Il n'y a pas de sentiment. Vous venez, vous prenez les avis, vous vous arrêtez aux avis, vous dites que non, on a fait l'enquête, voilà ce que révèle une enquête. Non, 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 non. Je vous lis la dernière partie de leur rapport. Ils disent ceci. Résultat de l'enquête préalable à la tenue de la commission de litige. Rapport d'enquête à monsieur le directeur départemental du travail, etc., etc. Donc, je vous passe les éléments. Hein. Je vous dis, ici, ils disent 1, déclaration de la direction générale. 2, entretien avec M. Okombi Romain Armel. On dit bien que j'ai reçu une mise à pied conservatoire le 11 octobre 2022 pour abus de confiance. Ensuite, déclaration de M. Eric Ambou. Déclaration de M. Monansanga Gidas. Constat et position des enquêteurs. Donc, ils font un rapport, mais ils donnent leur position. L'analyse des pièces versées au dossier des déclarations des parties laisse ressortir ce qui suit. Que M. Okombi Romain, salarié des Mucodex, est associé avec un collectif des sociétaires non connus, clients des Mucodex qu'il a représentés dans le cadre d'une procédure judiciaire. Qu'étant encore en activité, avec pour mission de contre-analyser et valider les dossiers, M. Okombi ne possédait pas la qualité de représenter ce collectif. Que par ailleurs, l'action de M. Okombi Romain Armel a été engagée au mépris de la procédure prévue au titre 7, article 36 du règlement numéro 0120 CEMAC, UMAC, COBAC. Un inspecteur du travail connaît la loi COBAC? Je ne pense pas. Que cette action, au-delà des pertes financières qu'elle engendre, porte atteinte à la réputation des dirigeants des Mucodex ainsi qu'à l'image de marque de cette entreprise envers les sociétaires qui peuvent rompre leurs liens d'affaires avec pour conséquence la fuite des dépôts, donc la ruine de l'institution. Que dès lors, le comportement fautif du salarié est manifeste. Donc, ils sont allés faire une enquête. Ils disent déjà à leur chef que non, le monsieur a tort, manifeste. Déjà condamné, voilà. Vous voyez un peu? Ça, c'est le Congo. Direction départementale du travail. Et nous allons à la commission de litige. Arrivé à la commission de litige, c'est bel et bien l'abus de confiance. Je leur donne l'article, c'est l'article 422 du Code de procédure pénale qui porte sur l'abus de confiance. Je dis, l'abus de confiance n'est pas une faute professionnelle. L'abus de confiance n'est pas une faute liée au Code du travail. Ça n'existe pas. Non, 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 non. Ils ont compris qu'il s'agissait d'une erreur. S'ils validaient le licenciement pour abus de confiance, ça aurait été une faute monumentale. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? La direction départementale du travail va requalifier elle-même la faute en disant, nous autorisons la Mucodex à licencier M. Okombi, plus pour abus de confiance, mais pour, ils ont dit quoi? Pour trouble dans le bon fonctionnement de l'entreprise. Voilà un peu, entre griffes, le motif qu'ils ont allégué pour valider mon licenciement. Et comme quoi il fallait tout faire pour tout faire pour débarrasser. Et on nous a aussi précisé qu'on leur a remis 5 millions de francs CFA. Donc, ils ont évalué 1 million par membre de la commission de litige. La commission de litige a reçu 5 millions de francs CFA. Si vous faites les enquêtes, on vous confirmera que les membres de la commission de litige ont perçu 5 millions de francs CFA pour me licencier. Et si cela est avéré, c'est une corruption active. Et ils à sont plein nez. Corruption à plein nez. De poursuite judiciaire. Bon, mais écoutez, donc on va... mais tout cet argent sort des caisses des Mucodex ou bien c'est toujours ce fonds d'intervention ou bien c'est l'argent personnel de monsieur le milliardaire? C'est sur le fonds d'intervention. Et vous faites bien de me poser la question. Je peux vous lire certains éléments de ce fonds d'intervention. Je vous en prie. Même les dates, si vous voulez bien. Hein, je vous en prie, allez-y, et on va conclure après. OK. Premier mail, c'est le 19 août 2020. Frais juridiques. C'est écrit par le directeur général, M. Dieudonné Nzikala. Il écrit à M. Jean-Noël Mavungu, à M. Talence Soari, à M. Florian Mouniengue Pitanda. M. Jean-Noël Mavungu est actuellement directeur de la trésorerie. M. Talence Soari, c'est le directeur financier qui avait fait la prison, qui est aujourd'hui directeur de la comptabilité et des moyens généraux. Et M. Florian Mouniengue Bitanda, c'est le président fédéral
le président du conseil d'administration fédéral de la MUCODEC. Il dit ceci. Bonjour ADF. À l'époque, M. Jean-Noël était adjoint au directeur financier. Merci de procéder au règlement de 2 factures ci-après. 1. Règlement frais procédure judiciaire, 20 500 000 francs CFA. 2. Frais procédure judiciaire, 11 millions de francs CFA. Au total, 31 500 000 francs CFA, dont 1 500 000 des commissions. Cette somme est à imputer sur l'intervention extérieure, budget DG. Premier document. 31 millions. 31 millions, qui sort comme ça par un simple mail, à imputer sur le budget DG. Je vous prends encore toujours les frais d'intervention, le fonds d'intervention. Je vous prends encore un autre élément, si vous me permettez. J'y suis. Voilà. Fonds d'intervention, toujours écrit par le directeur général. Il écrit à qui? À M. Jean-Noël Mavungu, Talence Nswari, Florian Mouniengue, Pitanda. Bonjour Talence Jean-Noël. Merci de me préparer pour demain le déblocage de 5 millions de francs CFA sur le budget du fonds d'intervention président DG, cordialement. C'est écrit le 29 juillet 2021. Je continue. Toujours le DG, le 12 juillet 2021. Bonjour Talence Jean-Noël. Merci de mettre à ma disposition 5 500 000 francs CFA à prélever sur le budget du fonds d'intervention PCA DG, cordialement. Toujours le DG le 5 août 2021. Bonjour Talence Jean-Noël. Merci de débloquer 6 millions de francs CFA sur le fonds d'intervention PCA DG. Le président fédéral est-ce qu'après, il fait le compte rendu de ce qu'il a fait avec cet argent, non? Non, c'est le fonds d'intervention, leur caisse noire. C'est leur caisse noire. Permettez-moi de continuer ce mail-là. Ça, c'est un mail très important. Prie, allez-y, oui. Voilà. Merci de débloquer 6 millions de francs CFA sur le fonds d'intervention PCA-DG. Le président fédéral, M. Florian Mouniengue Bitanda, arrive à 17h. Prière de préparer l'enveloppe et le lui remettre la totalité de la somme. Ce texte a été écrit, je lis intégralement. Je signerai les documents lundi matin. Merci de prendre les dispositions cordialement. Je continue, M. Perrin. Bon, DG, c'est le 22 septembre 2021. Bonjour, Talence. Merci de débloquer 5 200 000 francs CFA sur le fonds d'intervention PCA-DG. J'ai besoin de cette somme demain, cordialement. Et je vous précise que le PCA, le président du conseil d'administration, il est bénévole. Il n'a pas de salaire. C'est un bénévole. Bon, ben je sais qu'il doit en avoir encore beaucoup. Donc, cela veut dire qu'en dehors de son salaire, il a un fonds comme ça qu'il gère. Il y a un fonds. Ça guise. Voilà. Il peut prendre des millions, délibérément, jusqu'à 31 millions voilà. Pour faire. Mais donc, on comprend très bien 15 comment... millions, 20 millions, à sa guise comme il veut. Et j'en ai encore plusieurs ici. Il y a encore oui, voilà, le temps, comme je disais, il compte beaucoup à la télé. Et donc, on comprend très bien comment il tient, évidemment, la justice congolaise. Donc, il est tout fort, il a l'argent qu'il faut, mais malheureusement, on va peut-être pas aller beaucoup plus loin. Nous sommes arrivés à la fin donc, du temps qui nous était imparti. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir dans tout cela? Je disais d'entrée de jeu que vous êtes, et je le rappelle simplement, que vous vivez en reclus aujourd'hui, parce que un mandat d'arrêt a été émis contre vous, bien entendu. Vous avez plusieurs fois intenté une action en justice, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et qui finalement se sont avérés des échecs, c'est ça? Ça a été toutes ces actions ont été suspendues. Parce que normalement, dans les audiences correctionnelles, le plaignant doit être présent. Le plaignant. Ou alors même la personne qui est aujourd'hui accusée, elle doit se présenter à l'audience. Imaginez-vous un seul instant, ils ont pu, par le président de la 6e chambre, me condamner avec donc, si j'ai bien compris, ils ont dû le faire pour vous empêcher finalement. Bien sûr, justement. Vous voyez, donc on me condamne, je ne peux plus aller à ce moment-là à l'audience. Donc, ça a arrêté la procédure pénale au niveau des autres chambres correctionnelles. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2, M. Perrin, vous me posez une question qui est fondamentale. Je fais comment pour vivre? Mais je vis comme ça.
par la grâce de Dieu, lorsqu'il y a des collègues qui sont à la MUCODEC, qui comprennent un peu cette situation, voilà, je vis vraiment comme ça. Et puis, je peux faire Oui, aussi des mais prestations. ça ne pourra pas durer longtemps. C'est une situation tout à fait précaire. Et donc, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement dans cette situation? Qu'il s'agit actuellement d'un combat ou d'une lutte entre la raison et l'argent. Je voulais vous donner aussi une précision avant de terminer mon propos, c'est que nous avons déposé en plus le 6 mars 2023, c'est-à-dire 10 jours avant que je ne sois condamné. Je ne savais pas que je devais être condamné. Donc, 10 jours avant, le 6 mars, j'ai eu à déposer une plainte au 10e cabinet d'instruction de Brazzaville. Donc, une plainte a été déposée contre M. Dieudonné Ndigamkala pour détournement, corruption, abus de pouvoir, abus d'autorité. Vous voyez tout ce qu'il a avec les preuves que je vous ai envoyées. Ce dossier a été enregistré, il a été validé par le procureur de la République. Et c'est donc en janvier 2024 que M. Dieudonné Ndigamkala a reçu une première convocation. Il ne s'est pas présenté, disant qu'il était à l'extérieur du pays. Une autre convocation va être déposée le 6 février 2024. Il devait se présenter. Je peux vous dire actuellement aujourd'hui, le dossier a été confisqué. Déclassé, ça a été confisqué par le procureur général de la Cour suprême. C'est bien dommage. En tout cas, merci Romain Armel Okombi d'avoir été avec nous, de nous avoir partagé votre histoire, très, très triste d'ailleurs, j'allais dire, mais aussi émouvante lorsqu'on apprend un certain nombre de choses. Et c'est une histoire où finalement on comprend très bien ce qui se passe actuellement dans la fédération des MUCODEC. Et dans l'espoir que d'autres sociétaires, pourquoi pas, les salariés prendront conscience et pourront évidemment vous rejoindre dans ce combat parce que finalement, c'est l'entreprise à vous croire, bien entendu, de tout ce que vous venez de dire. C'est l'entreprise qui risquera un jour de prendre l'eau. Alors, voilà, et pour éviter cela, avant que le pire n'arrive. Mais aussi, c'est une interpellation de la justice congolaise. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait tout ce système, bien qu'on le dise tous les jours, mafieux, permettez, j'aime bien. Eh bien, c'est le terme qu'il faut, parce que ce qu'on a entendu aujourd'hui, si cela est tout ce que vous avez dit est vrai, j'ai le droit, bien sûr, je bénéficie encore de ce droit, de douter d'un certain nombre de choses. Mais est-il que j'ai reçu tous les éléments que vous nous avez envoyés? Et donc, je disais, si tout cela est vrai, franchement, je crois que il y a de quoi se dire, est-ce que la justice fonctionne encore au Congo-Brazzaville? Mais bref, je vais vous laisser quelques secondes, juste pour conclure, un mot de la fin. Voilà, peut-être une interpellation, pourquoi pas. Et ensuite, ce sera la fin totale de cette émission. D'accord. Merci, Monsieur Perrin. Je suis en train de vivre le moment le plus noir de mon existence pour la simple et seule raison d'avoir dit la vérité, pour la simple et seule raison d'avoir exercé les fonctions qui sont les miennes, pour la simple et seule raison de ne pas avoir accepté que les antivaleurs, la corruption, les détournements, le déni même de la loi et des textes en vigueur soient aujourd'hui sapés par un individu et ses collègues et ses petits, ses amis, ses copines et tous ceux qu'on peut entendre qui sont autour de lui. Nous sommes aujourd'hui arrivés dans une entreprise qui, au départ, fonctionnait très bien. Aujourd'hui, les statuts de la MUCODEC ont été changés pour satisfaire, garantir à ce moment-là le pouvoir d'une petite minorité au détriment de la majorité qui est pour nous aujourd'hui notre sociétariat. Je ne suis pas ici venu parce que je veux que la MUCODEC ferme ses portes, mais plutôt je me présente devant vous parce que j'estime que le Congo est un pays de droit. J'ai foi, moi, M. Okombi Romain Armel, j'ai foi qu'il y a une justice équitable au Congo-Brazzaville. Mais le seul problème que j'évoque ici, c'est que les personnes qui sont chargées de faire fonctionner l'outil judiciaire
malheureusement, sont plongés dans la corruption, sont plongés dans l'amour de l'argent, au point où toutes les actions qui sont déposées avec preuve à l'appui sont aujourd'hui mises à côté parce qu'on a remis de l'argent. Je vous ai dit tout à l'heure que le procureur général de la Cour suprême actuellement a confisqué le dossier, un dossier que nous avons déposé de plainte au 10e cabinet d'instruction. Si je mens, vous pouvez faire un tour sur place, vous conviendrez avec moi que le dossier a été confisqué. Pour quelle raison? Mais bien parce que nous disons la vérité et que l'argent veut faire éteindre la vérité. Et aujourd'hui, je suis en cavale parce que je dis la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de justice, la balance de la justice entre le bien, ce qui est bien et ce qui est mal, où est-ce que moi je me situerai? Ça, c'est d'abord la question que je me pose de façon suprême. Entre autres, je lance ce qu'on appelle un cri au père de la nation. Le Congo est un pays de droit. Je lance un appel au président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, pour qu'on puisse regarder en enlevant toute passion, qu'on enlève tout esprit de tendance. Non, qu'on regarde sans passion cette situation-là. Ils comprendront que je suis victime depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui 2024, 10 ans, des affres de M. Dieudonné Ndigamkala, qui lui s'est fait de l'argent. On ne refuse pas, il s'est fait de l'argent. Mais quand vous voulez vous faire de l'argent, faites-le aussi avec la manière, faites-le bien. Vous voulez mettre ma vie aujourd'hui en danger, vous voulez faire en sorte que je vive comme quelqu'un qui a commis un crime, alors que je n'ai pas commis de crime. Et même la condamnation, on m'a fait remonter l'information que on appelle ils m'ont donné le terme, c'était de délinquant mineur. Un délinquant mineur, c'est une personne qui, par son passé, n'a jamais commis de délit, qui n'a jamais commis de forfait, qui n'a jamais commis de crime. Ce délinquant primaire, normalement, la première condamnation ne peut pas être une condamnation de faire la prison. Monsieur Okombi Romain est un honnête citoyen. Je n'ai commis aucune bevue. Ma vie est là, je suis devant vous. Vous pouvez faire des enquêtes, des recherches. Je n'ai jamais commis de bevue dans ma vie. Alors pourquoi à ce moment-là me condamner pour 1 année de prison? Qu'est-ce que j'ai fait? Ai-je détourné de l'argent? Non. L'argent du syndicat est géré par le syndicat. Et s'il faut qu'on puisse sanctionner un secrétaire général d'une section syndicale pour mauvaise gestion de la caisse, on passe par le comité de contrôle, la commission de contrôle d'audit qui existe au niveau de la centrale syndicale. Alors, comment on peut expliquer aujourd'hui qu'un président d'une chambre correctionnelle valide une section syndicale illégale qui a été mise en place par M. Dieudonné Ndigamkala et qui sévit toujours à la MUCODEC? La direction départementale du travail est au courant qu'il y a aujourd'hui des sections syndicales. Il y a 2 sections syndicales à la MUCODEC, 2 CSTC MUCODEC, avec une section syndicale qui a été créée par la CSC, illégalement. Mais il continue comme ça. Nous avons le directeur général du travail qui devait traiter le dossier. Il n'a jamais touché ce dossier-là jusqu'à aujourd'hui. Il nous a fait toutes les promesses du monde. Nous sommes aujourd'hui à plus d'1 année. Ils ne font absolument rien. Donc, moi, au commis, je vais commencer à payer pour ce que je n'ai pas fait. Alors que ceux qui ont fait le mal dorment tranquillement chez eux, mangent allègrement l'argent des sociétaires, à leur barbe et à leurs yeux. Non, non, non. Je pense que cette situation-là est quand même suffisamment dure à vivre. Et moi, je suis privé de mes enfants. Je suis privé de ma conjointe. Je suis privé de mes parents. Parce que je dois me cacher tous les jours pour ne pas être à ce moment-là appréhendé et pourquoi pas mis aux arrêts pour n'avoir commis rien du tout. Parce que simplement, M. Dieudonné Ndigamkala met de l'argent des sociétaires. Il donne l'argent à tous azimuts au niveau donc du parquet afin qu'on puisse à ce moment-là mettre un honnête citoyen en prison. Et pour dernière information, j'aurais même appris que M. Dieudonné Ndigamkala est en train même de partager des véhicules aux magistrats. C'est encore une situation à vérifier. Je crois que nous allons essayer encore d'investiguer là-dessus. Si nous avons les preuves de ces éléments-là, M. Perrin, nous vous les communiquerons dans un avenir très, très proche. Donc, je crois que j'en ai terminé. Bien, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Romain Armel Okombi d'avoir été avec nous, de nous avoir partagé votre histoire très émouvante d'ailleurs, que chacun de nos téléspectateurs appréciera à sa juste valeur. Je rappelle que vous êtes financier, secrétaire général du syndicat, la MUCODEC, secrétaire général de la Fédération syndicale des travailleurs des banques, assurances et caisses du Congo. En tout cas, merci pour tout. Merci d'avoir été disponible. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Comme d'habitude, en tout cas, n'oubliez jamais
de liker en cliquant sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Vérifiez très bien, après avoir bien sûr partagé massivement cette émission pour nous aider à couvrir une plus large audience. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.